Cette nuit-là, les rêves de Kevin étaient si vifs que lorsqu'il s'est réveillé, il s'est dit « Je suis ivre, j'ai déjà des hallucinations ». Sa tête a tellement tremblé qu'il n'a pas eu la force de se lever du lit. L'homme s'est retourné sur le côté avec difficulté et s'est levé lentement. Il y avait des pilules quelque part. Il sortit le tiroir de la table de nuit, commença à fouiller à l'intérieur avec sa main pour dissoudre la pilule dans un verre d'eau. Kevin but et se recoucha. Cette nuit-là, il rêva de son père, de son père. Il était en colère contre son fils, jurant et soulignant ses erreurs. Mais ce qu'il avait fait à sa mère. Le père disait « Tu es un égoïste et un vaurien ». Et Kevin se tenait devant lui comme il l'avait fait il y a tant d'années lorsqu'il était enfant et qu'il n'avait jamais levé les yeux. Maman a donné toute sa vie à ton éducation, elle s'est privée des moindres choses. Et toi? Le rêve était si clair que Kevin pouvait presque sentir physiquement la gifle que son père lui avait donnée. À ce moment-là, sa mère a dû prendre la défense de son fils. Elle l'avait toujours protégé de tout le monde, calmé son père quand il s'énervait, défendu auprès des professeurs à l'école, réprimandé les gamins du quartier quand il lui avait pris son vélo. Où est la mère? Son père devenait de plus en plus exigeant, et il était sur le point de punir Kevin. Mais maman n'était pas dans le rêve. Elle n'est jamais venue aider son fils. Cette constatation lui donna froid dans le dos. La peur s'empare de tout son corps et une goutte de sueur se dépose sur son front. Kevin s'est réveillé ainsi, couvert de sueur froide. Il n'avait pas vu sa mère depuis 5 ans. Peut-être est-elle morte? Se dit-il. Et cette pensée lui fit craquer la tête encore plus fort. Kevin regarda lentement autour de lui. Lentement, il commence à se souvenir de tout ce qui s'est passé la veille. Hier, des huissiers s'étaient présentés à son bureau avec un avis indiquant que Kevin n'était plus propriétaire du cabinet, que ses comptes étaient saisis et qu'il devait quitter l'appartement dans les 10 jours. Tu as perdu la tête? Kevin explose. Sortez d'ici ou j'appelle la sécurité. L'homme tendit son téléphone pour composer le numéro du chef de la sécurité, mais l'homme en uniforme lui tendit une décision. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous me faites? Vos papiers, partez avec. En lisant ce qui était imprimé sur la feuille blanche, Kevin ne savait plus où donner de la tête. Le document indiquait que Moore Alex était le nouveau propriétaire de l'entreprise. Attendez, dit l'homme d'un ton plus calme, et si j'appelais ce Moore Alex dont il est question dans le document? Je vais essayer de la trouver. Je la connais. S'il vous plaît. Indifféremment, dit l'homme en uniforme. Dépêchez-vous, nous ne pouvons pas rester longtemps ici. Kevin composa frénétiquement le numéro d'Alex, ne comprenant pas ce qui s'était passé ni pourquoi elle était la propriétaire de son entreprise. C'est une sorte de malentendu, se dit-il. Pendant un moment, l'homme a pensé qu'il avait été victime d'une blague, comme dans une émission de télévision populaire. Maintenant, la porte va s'ouvrir, l'équipe de tournage va entrer et tout le monde va annoncer « c'est une farce ». Mais tout ce que j'ai entendu au téléphone, c'est une voix polie, l'appelant est temporairement indisponible. Merde! Maugrait Kevin. Vous ne pouvez prendre que des objets personnels. Tout le reste doit rester au bureau. Voyant que la tentative de joindre Alex ne menait nulle part, l'huissier a dirigé Kevin vers la porte. Sortez, s'il vous plaît. Ne comprenant toujours rien, l'homme se dirige vers la porte. En sortant, il marmonne. Je vais appeler les avocats, je vais me renseigner. Il s'agit certainement d'un malentendu. C'est votre droit, répond calmement l'homme en uniforme en fermant la porte derrière Kevin. Bonne journée. En sortant du bureau, Kevin compose le numéro de Ben. Ben est son ami depuis l'enfance. Ben, il faut qu'on se rencontre, dit l'homme dès qu'une voix familière se fit entendre dans le combiné. J'ai des problèmes. Pas de problème, mon frère, répond Ben. Où et quand? Dans notre bar au bord de l'eau. Je le ferai. Lorsque Zora entra dans le bar, Kevin avait presque fini sa bouteille de whisky. Un verre? Demanda-t-il à son ami et, sans attendre la réponse, il versa le reste de la boisson dans un verre. Puis il fait un signe de la main au serveur. Chef, apportez une autre bouteille et une entrée. Quelque chose de savoureux. Quelle journée tu as, mon frère, dit Ben en examinant son ami d'un œil critique. Qu'est-ce qu'il y a, une fête ou quelque chose comme ça? Tu ne vas pas le croire.
Je me suis fait virer de mon propre bureau aujourd'hui. Ils m'ont aussi dit que mes comptes étaient bloqués et que je devais quitter mon appartement dans les 10 jours. Tu vois, j'ai été viré de mon propre cabinet et je n'ai plus le droit d'entrer dans mon appartement, dit Kevin. Je ne comprends pas, répond Ben calmement, en sirotant son verre et en prenant une bouchée des tranches de citron. Tu t'es bien débrouillé, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas non plus, dit Kevin avec du désespoir dans la voix. Mais surtout, mon ami, tu ne sais pas le plus important. Ils m'ont montré un papier qui dit que je ne suis plus le propriétaire, mais le nouveau propriétaire de l'entreprise. À ton avis, qui est-ce? Ben regarde son ami avec intérêt, attendant de voir Kevin verser du whisky d'une nouvelle bouteille. Le nouveau propriétaire de l'entreprise est Moore Alex, dit Kevin d'un ton sinistre et lent, en regardant directement Ben. Ton Alex? Ben s'est empressé de sortir de sa bouche sous l'effet de la surprise. Comment cela? C'est à elle que tu as cédé le cabinet? Ça ne te suffisait pas qu'elle soit déjà assise sur son cou avec des boutiques et des spas. Ça ne m'aurait pas effleuré l'esprit. C'est incompréhensible qu'elle possède maintenant à la fois le cabinet, l'argent et mon appartement. Kevin était furieux. Kevin est furieux. Hurle Kevin en tapant du poing sur la table, si fort que leurs regards sont attirés par les clients du bar et que le vigile se crispe, prêt à intervenir. Kevin propose de lui demander et sort son smartphone pour composer à nouveau le numéro d'Alex. L'appelant n'est toujours pas disponible, dit-il d'un air sombre alors que le message familier s'affichait à nouveau à l'écran. Peut-être qu'elle est au spa. C'est là que les filles éteignent généralement leur téléphone, suggère Ben d'un air pensif. Que l'enfer l'aide. Kevin se sert dans des verres et continue à boire. Au matin, il se souvenait à peine de ce qui s'était passé par la suite. Seules des bribes de la nuit lui reviennent en mémoire, alors que le garde les invite poliment mais avec insistance à sortir. Kevin tente de résister, mais Ben et le gardien le poussent dehors. Ben a poussé son ami dans un taxi et s'est assis à côté de lui pour le ramener chez lui. Kevin se réveilla dans son lit avec un poids compréhensible dans la tête et une légèreté terrifiante dans l'âme. Tout ce qui l'entourait hier encore lui paraissait lointain et étranger. Il se leva, trottinant pieds nus sur le sol frais, et se dirigea vers la cuisine. Bon sang, Ben, tu aurais pu t'occuper de ça, pensa-t-il tristement en constatant qu'il n'y avait rien dans le réfrigérateur pour aider à se réveiller après une beuverie. Après une douche qui lui apporta une légère lueur de fraîcheur, les pensées de Kevin commencèrent lentement à se rassembler en quelque chose de cohérent. Sa voiture. La voiture pourrait être la clé pour résoudre au moins une partie des problèmes, parce qu'il n'y en avait aucune mention dans la paperasse. Je vais voir Alex. Alex va tout expliquer, décida-t-il déjà en jean et t-shirt, en préparant systématiquement son café. Peut-être était-il encore sous l'influence du choc, mais il voulait absolument croire qu'il s'agissait d'un malentendu qui pouvait être résolu. Par chance, la voiture se trouvait au bureau, ce qui signifiait qu'il suffirait d'un taxi pour s'y rendre. Sur le chemin de la Jeep, Kevin avait contacté la secrétaire de Suzanne, sans clarifier la situation, mais en faisant au moins une bonne action, renvoyer la fille chez elle plus tôt que prévu. Maintenant qu'il conduisait, se frayant un chemin à travers l'avenue, les répétitions mentales d'une possible conversation avec Alex se bousculaient dans sa tête. Elle dirait que c'était une blague, tout rentrerait dans l'ordre et sa vie reprendrait son cours. Mais ce n'était pas la confiance optimiste qui le chassait, c'était le devoir de chercher la vérité. Kevin devait savoir, il ne pouvait pas perdre tout ce qu'il avait. Après tout, il avait des projets, des rêves, chaque jour il se fixait des objectifs. Une réunion l'attendait, pleine d'espoir et de crainte, mais il était prêt. Prêt à tout. La vie nous lance parfois des défis, et c'est à nous de les relever. S'enfonçant dans le canapé, Kevin croisa les bras sur sa poitrine, sentant la légèreté de l'épuisement céder la place à une lourde hébétude. Malgré sa tête qui tourne et son sentiment de perte, il exige des réponses. Je veux une explication. Maintenant. Dit-il avec une note de désespoir et d'exigence dans la voix, comme un juge prêt à rendre son jugement, et il continua dans la même veine. Toi, Alex, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu me voler? Et toi, Ben, comment as-tu pu me faire ça, à moi, à ton ami? Les questions s'accumulaient, couche après couche, mais la demande distincte qu'elle contenait était la vérité. Alex, confus il y a une demi-minute, avait maintenant l'air déterminé. Malgré la lourdeur de l'air allégé par la trahison, elle donnait l'impression de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de reculer. Écoute Kevin, ton entreprise était en train de couler,
Et si je n'avais pas été là, tu aurais encore perdu le cabinet et l'appartement, commença-t-elle en se levant et en passant devant lui comme si elle tolérait à peine qu'elle touche l'air. Tu ne voulais pas voir les choses aller au désastre financier toi-même. Je t'ai juste pris ce qui t'aurait déjà échappé. Ben, qui avait déjà pris place au bar, restait étrangement calme, faisant tourner son verre d'un air amusé qui témoignait de son implication dans ce complot. Laisse tomber, Kevin. Ce n'était qu'une question de temps, répondit-il avec flegme, plissant le nez devant une gorgée de vin, comme s'il s'était déjà calmé à l'idée de la conversation à venir. Alors c'est toi qui as tout organisé. Toi et Alex? Les mots de Kevin sortaient de lui comme des coups de feu, chaque mot chargé de douleur et de perplexité. Ben acquiesça lentement, le regard d'Alex rencontra fermement celui de Kevin, et dans le silence qui empoisonna soudain l'espace, il était clair que l'excitation de Kevin n'était rien de plus que le bruit avant la tempête. La vérité, douloureuse et incompréhensible, mais une vérité qui le désole autant qu'elle le libère, s'étale devant lui. Nous expliquerons tout, ajouta Alex en dernier lieu, d'une voix pleine de confiance. Mais une confiance non pas dans le retour à la normale, mais dans un nouveau chapitre où Kevin serait entièrement à la merci de son ancien ami et amant trahi. Ben se tenait devant Kevin, les épaules carrées, comme si ses paroles étaient le dernier clou dans le couvercle de ce sinistre sarcophage de malchance et de trahison. Kevin, lui, se sentait comme dans un gouffre noir, où chaque mot de Ben résonnait avec précision, brisant les restes de son monde en morceaux. Depuis l'enfance, les amis? Tu veux dire quand j'étais ta doublure, cette ombre qu'on oubliait toujours? Ben continua avec un méchant rictus dans la voix, ses mots comme une lame, chacun jetant une ombre d'humiliation et de méchanceté sur la camaraderie qu'il y avait entre eux. Alex, qui n'était déjà plus qu'une figure de proue dans ce jeu à deux, se tenait silencieusement à l'écart, comme une statue, dont le rôle se réduisait seulement à la raison de tout ce sinistre drame. Kevin sentait chaque mot de Ben le transpercer, le tintement de sa propre naïveté et de sa crédulité, qu'il avait ignoré pendant si longtemps, se transformait maintenant en une douleur assourdissante dans son cœur. Il se rendit compte que son monde, auquel il avait tant fait confiance et qu'il avait traité avec tant d'insouciance, avait été brisé non seulement par la main des autres, mais aussi par ses propres maladresses. Et pourtant, pourquoi, Ben? Pourquoi tant de cruauté? La question de Kevin était empreinte de confusion et de tristesse sincère, son regard étant maintenant rempli d'une compréhension tardive. Comment as-tu pu vivre tout cela en laissant fondre tant de poison dans ton âme? Mais l'écho de sa question se perdit dans le vide de la pièce, où les anciens liens d'amitié n'avaient plus leur place dans l'esprit de personne. Vitalik réalisa que dans le jeu du pouvoir et d'une série de leçons de vie, il s'était retrouvé seul avec l'épave du passé, et qu'il devait se reconstruire, apprendre non seulement à survivre, mais aussi à reconnaître ceux à qui l'on pouvait vraiment faire confiance à l'avenir. Kevin laissa derrière lui l'enchevêtrement de mots et d'humiliation, tandis que la porte de l'appartement claquait derrière lui. À chaque pas vers l'ascenseur, il s'enfonçait dans ses pensées, comme si elles étaient son seul compagnon en ce moment. Il n'avait pas besoin de leur argent dérisoire, sa fierté et sa volonté de justice exigeaient une solution plus importante. Armé d'une valise contenant une modeste réserve d'argent provenant de son coffre-fort, Kevin pouvait au moins se protéger de l'inévitable pour le moment. Assommé par les lourdes pensées et l'amère réalité, il se dirigea involontairement vers le village de sa mère qui devait être son seul point d'appui et son seul refuge. N'ayant pas vu sa mère depuis 5 ans, il ravala l'amertume de l'avoir laissée là alors que lui-même se noyait dans l'agitation et les plaisirs de la ville. Il était temps de faire amende honorable, de demander le pardon que seul le cœur d'un parent peut accorder de manière inconditionnelle et généreuse. La nuit tombait, les ombres longues et obliques des arbres au bord de la route se découpaient sur le chemin, baignés par la lumière déclinante du coucher de soleil. Kevin était fatigué d'être atomisé par les douzaines de petits problèmes qui s'étaient produits plus tôt. Il avait maintenant besoin de solitude pour rassembler ses idées, car une réunion difficile l'attendait et il devait rassembler ses forces. La nature lui promet d'être sa compagne dans ce voyage de souvenirs et d'expériences. Alors qu'il laissait la ville derrière lui, ses pensées étaient comme un animal en cage, cherchant un moyen de sortir du labyrinthe des sentiments et des frustrations. Kevin a compris qu'il était temps de changer et de se découvrir. Sa mère, Sharon, et la demande de pardon qu'il sollicitait inévitablement lui apparaissaient comme un phare dans la mer agitée de ses problèmes. Chaque kilomètre parcouru loin de la vie à laquelle il s'était habitué le rapprochait des vraies valeurs et de cette existence simple qu'il avait fui pendant si longtemps, mais à laquelle il cherchait maintenant à revenir. En guerre comme en amour, comme dans le jeu du pardon du destin, tous les moyens sont bons, et Kevin était prêt à aller jusqu'au bout,
pour retrouver le monde qu'il avait involontairement détruit. Sharon, malgré les conventions et les corvées de la vie de village, possédait une indéniable lumière intérieure et une ténacité qui lui ouvrait les portes d'un avenir digne de ce nom. Déterminée à lier son destin à la capitale, elle a courageusement quitté son foyer et ses parents dans l'espoir d'une vie meilleure et de la possibilité de les soutenir de l'extérieur. Très attachée à ses parents et consciente de la gravité du départ, Sharon a toujours gardé dans son cœur l'image de sa maison natale, des soirées douillettes avec sa mère et des matinées de chasse avec son père. L'entrée à l'école technique, puis l'obtention d'un emploi dans la capitale lui ont permis de devenir le soutien que ses parents recherchaient pour vieillir. La vie dans la capitale a ouvert à Sharon un nouveau monde plein de perspectives et d'opportunités, mais elle a dû sacrifier ses liens avec son pays d'origine et la chaleur de sa maison familiale. L'usine, où elle a obtenu un poste dans le service du personnel, est devenue une seconde maison pour elle, et l'homme, le chef d'atelier, qui s'est occupé d'elle, s'est finalement avéré être celui qui est devenu son mari, son ami et son collègue. Au fil des ans, Sharon s'est éloignée de la maison et des habitudes de ses parents, mais son âme n'a jamais perdu le lien qui s'est établi dans sa petite enfance, l'amour et le dévouement à la famille. Aujourd'hui, alors que Kevin, son fils, se rend en voiture pour lui rendre visite dans la nature sauvage où elle s'était rendue il y a 5 ans pour vivre ses dernières années loin de l'agitation de la ville, il porte dans son cœur l'espoir de retrouvailles et de pardon, réalisant que, quelle que soit la distance ou le temps passé, la chaleur de la famille reste toujours dans le cœur. Le poids du chagrin a enveloppé Sharon comme le brouillard qui entoure les champs du matin, alors qu'elle revenait sur le pas de sa porte, désormais orpheline de mère. Les vies qui avaient autrefois bouillonné de part et d'autre de là et s'étaient éteintes, et le village, comme un vieil homme, avait succombé à la langueur du vieillissement et s'était résigné au... La nostalgie et la culpabilité, mêlées à l'affection chaleureuse des souvenirs, pesaient sur l'âme de Sharon lorsqu'elle contemplait le visage paisible de sa mère dans son cercueil. Comme elle avait été vivante ici autrefois, et comme elle semblait seule maintenant, perdue dans la désolation et l'oubli. Leur conversation à table ce soir-là n'a pas pataugé dans les épines des banalités mondaines, mais s'est déversée sur un ton direct de douleur et de consolation. Son père compatissait aux paroles de Sharon, la tempête d'émotions et le simple regret humain que ni lui ni sa mère n'aient jamais vu leurs petits-enfants avaient coupé le fil de leurs attentes et de leurs rêves. Fred, bien qu'il ait jeté un regard de reproche, partageait toujours, au fond de lui, le même sentiment, à savoir que Sharon et lui étaient victimes des circonstances imprévues de leur vie commune. Mais même dans cette tristesse, il y avait une douce compréhension du fait que le chemin du cœur est imprévisible, et que parfois, tout ce qui reste à faire est d'accepter ses tours et détours avec sagesse et attention. Sharon se sentait comme une petite fille qui s'efforce d'aller chercher de l'eau au puits, d'empiler du bois de chauffage et de labourer le potager, sauf que cette fois, elle devait apporter la plus sincère des caresses de réconfort au cœur qu'il aimait et qui était resté à ses côtés malgré toutes les vicissitudes et tous les obstacles. La tristesse imminente ne pouvait que renforcer leur compréhension mutuelle et leur permettre d'attendre ensemble que la joie inattendue frappe à nouveau à leur humble cottage. Le destin de Sharon et Fred était lié aux croyances et à la sagesse des générations passées, à la croyance en la prédestination et aux traditions éternelles qui vivent dans le cœur des habitants de leur village. Parfois, des coutumes anciennes et des rituels de guérison peuvent apporter la paix et même un nouvel espoir à ceux qui y croient. La pratique de la trempette que le père partageait avec sa fille et son gendre était plus qu'une simple immersion dans de l'eau glacée, il s'agissait d'une ancienne méthode de guérison et de purification, qui remontait souvent à bien plus longtemps que des siècles. Les voies mystérieuses de la Providence se sont rejointes lorsque, après un rituel dans les bois près de la cascade et les paroles de son père sur le don possible de la vie après la mort dans la famille, qui était le reflet d'une croyance en l'équilibre et la reconstitution, Sharon a appris qu'elle attendait un enfant, un miracle longtemps attendu qui marquait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Bien que la joie ait été mêlée à l'amertume de la perte, l'arrivée de Kevin dans la vie de Sharon et Fred a illuminé de nouvelles couleurs le ciel gris et quotidien de leur existence. En découvrant cette joie indicible dans les yeux de leur fils nouveau-né, le couple a ouvert une nouvelle page de son livre de famille, où des lettres sont nées des regards et des sourires de leur bébé. Chaque nouveau jour de la vie de Kevin était un rappel vivant de l'amour illimité que les parents peuvent donner à leur enfant, même dans l'ombre des épreuves et des pertes passées. Bien que la vie soit souvent pleine de défis et qu'elle n'obéisse pas toujours à nos souhaits ou à nos plans, il y a place pour l'émerveillement et la renaissance lorsque l'ancien disparaît pour laisser place au nouveau. La sagesse de leurs ancêtres a aidé Sharon et Fred à trouver le chemin de ce nouveau départ. L'histoire de la famille de Sharon et Fred se dessine dans les lignes claires d'un foyer simple et traditionnel, où chacun cherche sa propre voie vers le bonheur, et où chacun a ses propres méthodes pour façonner l'avenir de son enfant.
Un appartement de 2 chambres dans un nouvel immeuble était leur rêve et l'aboutissement de leurs longues années d'économie et de travail. Pour le petit Kevin, qui fait leur fierté et leur bonheur, ils ont choisi ce qu'il y avait de mieux à offrir, même si leur point de vue sur l'éducation des enfants diverge. Fred, en accordant à son fils attention et conseils, ne souhaitait que lui inculquer l'exemple du courage et de la force d'âme qu'il considérait comme nécessaire dans la vie d'un homme solide. Sharon, quant à elle, entourait son fils de tendresse et d'une attention infinie, cédant souvent à ses petits désirs, ce qui créait un certain désaccord dans l'approche entre les époux. Kevin, garçon joyeux et débrouillard, grandit dans l'amour et la prospérité, mais les farces enfantines, qui se transforment parfois en grosses bêtises, font réfléchir aux limites du permis et à la manière de concilier rigueur et miséricorde dans le processus d'éducation. La fenêtre brisée et les plaintes de l'école sont devenues le catalyseur qui a forcé Sharon à partager avec son mari le tableau complet de ce qui se passait. Une discussion sérieuse s'engage sur la façon dont les enfants doivent être élevés et sur les valeurs qu'il faut leur inculquer pour qu'ils restent à la fois gentils et forts. En fin de compte, l'épisode a pu renforcer la discipline interne de Kevin et constituer un point de convergence dans les convictions parentales de Sharon et Fred. Des épreuves difficiles au fil du temps ont pu renforcer les liens de chaque membre de cette famille et les aider à construire ensemble un avenir brillant et solide. L'amour investi dans la jeune génération se multiplie et revient certainement, mais il nécessite aussi une direction sage pour éviter les erreurs et avancer sur le chemin de la vie avec fermeté et intégrité. Les chemins des pères et des enfants divergent souvent, car les projets de la jeune génération et sa vision de l'avenir sont souvent radicalement différents des attitudes et des expériences de leurs parents. Kevin, plein d'ambition et de soif de se réaliser, a décidé de rejeter l'offre de son père de suivre les sentiers battus et a pris le parti de créer sa propre entreprise, ce qui constitue un pas audacieux vers l'indépendance. Il est à noter que si les émotions et le stress qui accompagnent cette décision peuvent pimenter la situation familiale, Kevin a la possibilité d'utiliser les compétences et les connaissances qu'il a acquises à l'Institut et l'expérience qu'il a acquise sur son ancien lieu de travail pour réaliser son rêve. D'une part, elle aime énormément son fils et souhaite le soutenir dans toutes ses entreprises et, d'autre part, elle comprend les risques potentiels et les incertitudes de l'entrepreneuriat qui vont à l'encontre des convictions de son défunt mari. Le défi pour Sharon, en tant que parent privé du soutien de son conjoint, est de trouver un équilibre entre la volonté d'aider son enfant dans ses projets et la gestion judicieuse de l'épargne familiale. Avec l'exemple d'un mari qui a toujours travaillé dur pour la famille, il lui faudra faire preuve de sagesse pour décider de soutenir les ambitions de son fils et lui donner une chance d'indépendance ou de lui laisser des économies comme garantie d'une stabilité émotionnelle et financière à l'avenir. Kevin, qui réalise peut-être maintenant le poids des responsabilités et qui assume le rôle de chef de famille, est confronté à ses propres défis pour construire l'avenir auquel il aspire, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses, notamment comment gérer une entreprise avec sagesse dans l'esprit du temps, en étant attentif aux risques, mais aussi aux opportunités prometteuses. Sharon a vu son fils grandir, s'engager avec confiance dans la vie, construire une carrière et même fonder sa propre entreprise. Elle ne regrette pas d'avoir soutenu ses efforts, car ce qui lui importe le plus, c'est de voir Kevin heureux et prospère. Un espoir particulier s'est allumé dans le cœur de Sharon lorsque son fils a annoncé la visite d'une jeune fille. C'était peut-être le genre de changement dans leur famille qui pouvait apporter de nouvelles joies et peut-être la promesse d'une lignée continue. Ses pensées étaient certainement ensoleillées dans le quotidien d'une femme qui avait consacré sa vie à sa famille et à son fils. La rencontre entre Kevin et Alex, pleine de sympathie mutuelle et d'attirance évidente, avec des signes d'attention et de flirt, pourrait être le début de quelque chose de plus grand et de plus sérieux. Vitalik, qui saisit l'occasion et prend l'initiative, comme s'il se disait prêt à franchir de nouvelles étapes dans sa vie personnelle. Il semble que de nouveaux développements se profilent à l'horizon, et peut-être que bientôt Sharon, fière et pleine d'espoir, gardera ses petits-enfants, verra sa famille s'agrandir et poursuivra les traditions familiales qu'elle et son défunt mari chérissaient tant. Il ne reste plus qu'à souhaiter que le destin leur épargne tout rebondissement inattendu et leur offre un chemin sans encombre vers le bonheur et le bien-être partagé. La soirée au club s'est poursuivie par une matinée inattendue dans un nouveau lieu, et Kevin a dû se réveiller dans un environnement étranger, tentant de contacter son ami pour lui demander de l'aide. Le mal de tête et la lourdeur du matin après une nuit orageuse l'ont poussé à chercher une forme de soulagement, bien qu'avec un soupçon de gaieté. « Attention », l'avertit-elle. « Je pourrais le taquiner. » « Oh vraiment, un si joli garçon qui a fait du mal à un pauvre type solitaire ? Je n'y croirais même pas. » Kevin essaie de faire une blague. Voici les présentations. Il a pris un verre, a mis le verre de côté et s'est tourné vers le barman, Buddy, un autre.
Alex a bu le cocktail lentement, en regardant l'homme. Vous êtes seul? Demande la jeune fille. Pas vraiment. Mon ami et moi avons convenu de nous retrouver et de traîner un peu, nous avons travaillé, répondit Kevin en buvant une gorgée de whisky. C'est cool, le grincheux. Alex grimace. Et où travaille ce pauvre Kevin, pour qu'il soit si fatigué? Le pauvre Kevin est le directeur de son propre cabinet. Attendez une minute, qu'est-ce que c'est que pauvre? Le pauvre Kevin n'est pas pauvre du tout. L'homme rit. Voilà mon ami Ben. Ben s'approche du comptoir. Kevin présenta sa nouvelle connaissance à ses amis et la compagnie s'installa à une table dans la grande salle. Kevin se rendit compte qu'Alex lui plaisait de plus en plus, et cet intérêt se renforçait au fil des cocktails qu'il buvait. Le club fermait déjà ses portes lorsqu'ils sont sortis. Alex a entouré le cou de Kevin de ses bras et a chuchoté « Tu veux continuer la soirée ?» Vraiment, murmure Kevin. Alors allons chez moi. Tu as quelque chose de fort? Demande-t-il en prenant Alex par sa taille fine. Ça va venir. Kevin a passé la nuit chez Alex et, au matin, à peine capable de décoller la tête de l'oreiller, il a décidé d'appeler Ben. Je devais rentrer à la maison d'une manière ou d'une autre. Seuls de longs bips se font entendre. Tu es déjà debout, chérie? Alex, qui se prélassait dans son lit, a dit bonjour. Elle se dirigea vers la table de nuit où se trouvait la bouteille de champagne entamée et la versa dans un verre. Après avoir bu une gorgée, elle la tendit à Kevin. Tu en veux? Ça va arrêter le mal de tête. Pas plus fort? Demande l'homme. Elle bougea la tête et ses cheveux s'éparpillèrent sur l'oreiller. Allez, on y va. De toute façon, il n'y a personne avec qui rentrer à la maison, acquiesce Kevin. Et si on prenait un taxi? Alex montre le téléphone portable de Kevin. Ou bien tu ne veux tout simplement pas y aller? Rappelle-t-elle. Kevin se laisse tomber dans les bras de la jeune fille. Haletant, ils restèrent allongés en silence, respirant bruyamment. Quelque chose me donne faim. Pourquoi tu ne prépares pas quelque chose? Propose Kevin. Non, non, non. Pas de cuisine, et je n'aime pas cuisiner, refuse catégoriquement Alex. Pourquoi ne pas sortir? Par exemple pour le déjeuner. Ou au restaurant, par exemple. Allons-y. Kevin décide que cette merveilleuse soirée doit se terminer tout aussi bien. Seulement, je passerai un coup de fil. Bon, je vais prendre une douche. Alex s'est enveloppé dans un drap et s'est dirigé vers le hall. Sharon était pressée de rentrer du travail et devait s'arrêter au magasin pour faire des courses. Mon fils emmène son fils rencontrer sa petite amie aujourd'hui. Elle était débordante de joie. Il ne fait aucun doute qu'elle vient du travail de Kevin, intelligente, gentille et très jolie. Il n'y a pas d'autre solution. Arrivée à la maison, Sharon s'est attelée à la préparation du dîner. Après avoir enfourné le poulet, soigneusement mariné depuis le matin, elle s'est attaquée au hors-d'œuvre. Dans le salon, elle dispose une belle nappe, la vaisselle et les ustensiles sur la table. Quand tout est prêt, on sonne à la porte. « Maman, on est là !» Kevin s'exclame joyeusement en embrassant Sharon sur la joue. « Je suis là pour vous rencontrer. Voici Alex. » Enchantée, répondit la femme avec un sourire, en jaugeant la jeune fille. Alex était différente de celle que Sharon avait imaginée. « Et moi, c'est Sharon », répond la jeune fille en souriant et en regardant autour d'elle dans le couloir. « Qu'est-ce qu'on attend pour rester là? Venez dans le hall, invita Sharon. Elle se dirigea en titubant vers la cuisine, tandis qu'Alex continuait à observer son environnement. C'est un bel appartement. Vous vivez ici tous les deux? Demanda Alex. Oui, mon père est décédé et il n'y a que moi et ma mère, répond Kevin. Je débouche une bouteille de champagne. Pourquoi ne vous mariez-vous pas? Demande la jeune fille. Je ne sais pas comment, mais ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Peut-être que je n'ai pas encore rencontré celle avec qui j'aimerais passer ma vie, répond l'homme. Tu en es sûr? Ou peut-être que ta mère ne te laisse pas faire? Alex rit. Kevin la regarde, ne sachant pas si elle plaisante ou si elle pense sérieusement qu'il est un fils à maman. Allez, j'ai une mère géniale, dit-il. Je n'en doute même pas. Ne t'inquiète pas, dit la fille en passant ses bras autour du cou de Kevin et en l'embrassant.
Sharon est entrée dans la chambre et a été légèrement troublée en voyant les jeunes. « Eh bien, tout est prêt, nous pouvons nous asseoir à table, dit-elle en tendant un plateau de poulet frit. « Ça sent tellement bon, maman. » Kevin lève le nez. « J'adore quand tu fais rôtir du poulet avec ta recette fétiche. »« Merci, mon fils, » répond Sharon. Voulant détendre l'atmosphère à table, elle se tourne vers Alex. « Qu'est-ce que tu aimes cuisiner, Alex? Racontez-nous une recette. » Alex regarde la femme avec perplexité, puis Kevin. « Je n'aime rien cuisiner, » répond-elle. « Je préfère manger au restaurant ou, à tout le moins, commander des plats à emporter. » Sharon est surprise. « Comment est-ce possible? Comment allez-vous nourrir votre mari et vos enfants? Après tout, tout le monde sait que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Cette sagesse fonctionne, croyez-moi. Alors tu as épousé le père de Kevin pour tes talents de friture de poulet? Demande Alex, pas le moins du monde gêné, en tendant la main vers la salade. Sharon s'est figée un instant, arrêtant de mâcher. Cette question lui paraissait ouvertement impolie et dénuée de tact. Le sourire disparut lentement du visage de la femme. Elle regarda Alex, qui continuait à préparer la salade, sans se douter de rien. Se sentant mal à l'aise, Kevin tente de désamorcer la situation. « Maman, Alex voulait te dire que tu es une très bonne cuisinière, et papa n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureux d'une si bonne hôtesse. » Il regarde Alex. Elle a hoché la tête, ayant compris. « Oui, c'est ce que je voulais dire, » ajoute-t-elle sans cesser de mâcher. La conversation sur le dîner n'a jamais vraiment démarré. Après le thé et le gâteau, Kevin et Alex ont commencé à faire leurs valises. « Je raccompagne Alex et je reviens », dit Kevin en disant au revoir et en embrassant sa mère sur la joue. Sharon continue de débarrasser la table. Elle ne veut toujours pas dire au revoir à son invité, montrant ainsi son mécontentement face au choix de son fils. Lorsque Kevin revient, Sharon est sur le point d'aller se coucher après avoir pris un sédatif. « Maman, tu es encore réveillée ?» demande Kevin en jetant un coup d'œil dans la chambre de Sharon. « Ce n'est pas comme ça, soupire-t-elle. Ton ami m'a fait monter la tension artérielle. J'ai dû prendre des médicaments. » « Maman, pourquoi tu rends les choses si compliquées? » L'homme lui en veut. Alex est une fille normale et moderne. Elle ne veut pas rester devant la cuisinière, elle ne le fera pas. De nos jours, on peut commander de la nourriture, le linge peut être apporté à la laverie. Les professionnels peuvent aussi faire le ménage. C'est normal, une femme veut être belle et soignée, pas se fatiguer à faire la cuisine et le ménage. Vous pensez que je suis torturé? Sharon objecte. J'ai toujours pris soin de papa. Il avait des chemises propres, il était nourri, et nous avions l'habitude de mouler des boulettes ensemble. Tu t'en souviens? Et ta copine ne sait pas comment on fait des boulettes ni où trouver des sous-vêtements propres. Maman, c'est mon choix, ma vie. Kevin essaie d'argumenter. Tout ce qu'elle veut de toi, c'est de l'argent. Regarde-la. Sharon est outrée. Elle est habillée comme. Dieu nous en préserve. Que dirait papa s'il voyait une fille comme ça? Maman, c'est tout. Ça suffit. Kevin roule des yeux. Je vais me coucher, je dois me lever tôt demain, dit Kevin et sortit de la chambre de sa mère, fermant soigneusement la porte derrière lui. Sharon resta assise à la coiffeuse, se regardant dans le miroir, notant les signes de fatigue et de vieillissement qui étaient particulièrement évidents depuis la mort de son mari. Peut-être prendre sa retraite, se dit-elle. Ce n'était pas une idée nouvelle, elle avait souvent songé à mettre fin à sa vie professionnelle, d'autant plus que sa vue et sa santé commençaient à faiblir et que les nouvelles technologies lui posaient des problèmes. C'est décidé, j'en parlerai au patron demain, a-t-elle finalement décidé. Si quelqu'un était prêt à prendre sa place, elle n'interviendrait pas et prendrait sa retraite, laissant la place aux jeunes. Kevin est de bonne humeur. Sa société commerciale allait avoir 1 an d'existence, les résultats étaient excellents et les bénéfices augmentaient, les partenaires se multipliaient, les comptes se renflouaient. Il décide de remercier l'équipe pour sa contribution et d'organiser une fête. Lorsque la célébration de l'anniversaire a eu lieu dans une salle qui avait été préparée pour l'occasion, décorée et garnie de hors-d'œuvre de la société de restauration, Kevin a prononcé un discours de remerciement suivi d'un tonnerre d'applaudissements. « Je ne savais pas que votre personnel vous aimait et vous respectait autant », a déclaré Alex en serrant Kevin dans ses bras.
Elle a habilement montré à tout le monde sa position spéciale à côté du principal, soulignant qu'elle était plus qu'une simple amie pour lui. Ses projets pour Kevin étaient sérieux, il ne restait plus qu'un problème, sa mère. L'autre jour, Kevin a offert à Alex un luxueux manteau de fourrure. Mais ce n'est pas à sa demande que ce cadeau a été acheté. Il se trouve qu'au cours d'une promenade en ville, Alex a remarqué la vitrine d'un salon de fourrure et a exprimé son désir d'y entrer. Elle a déclaré avec conviction qu'elle adorait les manteaux de fourrure et les manteaux, et Kevin n'a pas pu s'y opposer, car il était fou d'elle et il ne pouvait pas se priver du plaisir de poursuivre des relations amoureuses avec la jeune fille. Kevin a regardé Alex essayer un article après l'autre. Finalement, elle choisit un manteau de vison bleu qui mettait parfaitement sa silhouette en valeur et s'approcha de Kevin, qui se détendait avec embut. « Chérie, regarde comme il me va bien. Ses lèvres ne méritent-elles pas un tel cadeau ?» Ces mots prononcés par Alex avec du rouge à lèvres sur les lèvres ont mis Kevin dans l'embarras. « Pourquoi ne pas regarder autre chose, mon cher ? Et de préférence avec un chiffre plus petit sur l'étiquette, a-t-il suggéré. « Non, je veux celui-là. Il me va parfaitement, insiste Alex. Tu ne trouves pas que le prix est trop élevé ? Ces choses sont moins chères en Europe, tente de la convaincre Kevin. Mais Alex reste inflexible. Finalement, Kevin abandonne. Emballez-le, s'il vous plaît. Il a un peu perdu le moral, car il n'a pas pu partager sa joie de l'achat autant qu'elle l'aurait fait. Mais Alex a vite réussi à lui remonter le moral et ils sont allés chez lui. Kevin est arrivé chez lui après minuit. Le matin, après un café revigorant offert par Sharon, Kevin se dirigea vers la table où sa mère lui avait déjà préparé le petit déjeuner. « Tu es rentré tard hier soir. Tu es resté tard au travail ?» lui demande-t-elle. « Non, » répond brièvement Kevin. « Alors où étais-tu » insiste Sharon. Kevin est resté silencieux pendant un moment, puis a répondu avec irritation. « Maman, j'ai quoi, 5 ans ? Tu vas me contrôler toute ma vie ? Je vais où je veux et je reviens quand je veux. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Calmez-vous, je demandais juste, a répondu Sharon, un peu surprise. On est si mauvais que ça ou quoi ? Demande Kevin. À ce moment-là, Alex a tendu la main vers la table de nuit pour prendre un paquet de cigarettes. Je le savais. Dit-elle avec dépit. Je le savais, tu es comme tous les hommes. Tu me fais des avances et tu te maries avec une souris grise. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Demande l'homme en ouvrant la fenêtre pour allumer une cigarette. Si tu voulais m'épouser, tu m'aurais déjà demandé en mariage. Je suis quoi, une fille pour 1 heure ou quelque chose comme ça ? Ne sois pas stupide, murmure Vitalik, en le repoussant. Je ne te donne pas d'argent ? Je ne t'achète pas de cadeaux, je ne comble pas tes désirs ? Tout cela est vrai, mais une femme, c'est autre chose. En se mariant, un homme prouve son amour. Tu m'aimes, n'est-ce pas ? Oui, avoue-t-il. Bon, d'accord, si c'est ce que tu veux, nous nous marierons, dit-il en éteignant sa cigarette. Alors viens vers moi, mon chaton, invite Alex. Kevin ne pouvait pas lui refuser. Quelques jours plus tard, Kevin est allé chercher Alex après le travail et ils sont allés chez lui pour informer Sharon de leur intention de se marier. Alex portait le nouveau manteau de fourrure que Kevin lui avait acheté. Elle voulait que sa mère voie qu'il ne lui refusait rien. Lorsqu'ils sont entrés, Sharon se reposait sur le canapé avec une tension artérielle élevée. « Maman, tu es à la maison. On est là. » Kevin a crié en entrant dans la maison. Réalisant que son fils n'était pas seul, Sharon se leva et les rejoignit dans le hall. « Bonjour, vous vous êtes reposé ?» demanda son fils. « Oui, je ne me sentais pas très bien, » répondit la mère. « Bonjour, Sharon, » dit Alex en essayant d'être poli, mais sa présence a provoqué des émotions négatives chez Sharon. « Bonjour Alex. »« Entre, je vais faire chauffer la bouilloire, » dit Sharon en se dirigeant vers la cuisine. Mais Alex la devance. « Ne t'inquiète pas, assieds-toi et détends-toi, je vais le faire moi-même, » propose Alex. « Oui, Kevin, viens m'aider, » a-t-elle ajouté, recevant une tape de soutien dans le dos de sa part. Sharon a remarqué le geste et a froncé le nez, ressentant une certaine aversion pour Alex. Alors que tout le monde s'assoit à table, Alex donne un coup de coude à Kevin pour lui faire comprendre qu'il est temps de partager la nouvelle. « Maman,
Alex et moi avons quelque chose à te dire, a commencé Kevin, mais Alex a intercepté ses mots, ne le laissant pas finir. Sharon, Kevin et moi allons nous marier. Alex l'a dit haut et fort. Sharon soupire et concentre son regard sur sa tasse de thé. Oui, nous allons nous inscrire à l'état civil demain, nous avons des gens que nous connaissons, nous n'aurons pas à attendre longtemps. Nous serons mariés dans un mois, ajoute Kevin. Qu'est-ce qui presse? Elle est enceinte? Demande sa mère en faisant un signe de tête à Alex. Tu es folle? Je suis enceinte? Ce n'est certainement pas de moi qu'il s'agit, s'indigne la jeune fille. Sharon a expliqué son point de vue, c'est juste que d'habitude, ceux qui attendent un bébé sont si pressés, alors que les gens normaux se préparent pour le mariage, en pensant à tout. Kevin, tu es au courant. D'après ta mère, nous ne sommes pas normaux, s'exclame Alex. Maman, c'est ce que nous avons décidé et il n'en est pas question, dit Kevin calmement, essayant de mettre fin à la dispute. Sharon a accepté la nouvelle, je suis contente que tu te sentes bien, c'est tout ce que je peux dire. Mais puisque vous êtes avec vos nouvelles, il y a quelque chose que je veux vous dire aussi. Le couple regarde Sharon avec surprise. La femme continua toujours aussi calmement à boire son thé, en prenant une bouchée de son bonbon au chocolat. Je prends ma retraite à partir de lundi, annonça-t-elle brusquement, j'ai décidé qu'il était temps de prendre des vacances. Félicitations, maman. Il était temps, dit Kevin. Attends, écoute-moi jusqu'au bout, l'arrête Sharon en le regardant droit dans les yeux. Je veux passer ces vacances de manière saine. C'est pourquoi j'ai prévu d'aller dans le Montana et de profiter des sources minérales, c'est bon pour mon arthrite et mon hypertension. C'est super, je suis content pour toi, répond Kevin. Pendant que je serai là-bas, nous devrons faire quelques réparations à l'appartement, poursuit Sharon. Je veux engager une équipe de finition pour faire une rénovation de qualité. Kevin a écouté attentivement sa mère, réalisant que les réparations étaient attendues depuis longtemps. Et oui, Kevin, ajoute Sharon, je vais avoir besoin de l'argent que je t'ai prêté pour l'entreprise. Kevin est manifestement abasourdi, tout comme Alex, qui regarde son amant avec stupéfaction. Pour Kevin, la question du remboursement est une surprise. Il semblait ignorer que sa mère avait contribué à la réussite de sa création d'entreprise. J'espère que tu pourras le récupérer la semaine prochaine. Je dois payer le voyage et donner un acompte au constructeur, termine Sharon, faisant semblant de ne pas remarquer son fils embarrassé. Alex était confuse, la seule chose qu'elle réalisait était que leur projet de mariage était soudainement compromis. Tu sais quoi Alex, a répondu Sharon avec dignité, je ne vais pas discuter avec toi de mes vacances ou de la façon dont je dois gérer mon argent. J'ai pris ma décision et j'attends de Kevin, en tant qu'homme d'honneur, qu'il tienne sa promesse. Alex s'est soudain rebellé, tu es vieille, tu n'as pas besoin de grand-chose, a-t-elle lancé, mais je ne peux pas oublier que Kevin est mon fiancé et que nous allons fonder une famille. Kevin a essayé d'intervenir, mais Alex l'a interrompu, je suis ta femme sans 5 minutes, et j'ai beaucoup à dire sur la façon dont nous allons dépenser ton argent. Si je veux un mariage, il y en aura un. L'irritation et l'incompréhension envahissent la pièce, puis Alex quitte brusquement l'appartement, laissant Kevin et sa mère désemparés. Sharon se tourne vers son fils et lui demande de prêter attention à ses propres paroles, « Assieds-toi, je n'ai pas encore fini. » Mais, maman, cet argent, il est dans l'entreprise, tente d'objecter Kevin, conscient des obligations actuelles de sa société. Quand tu en as eu besoin, je n'ai pas tergiversé, lui a rappelé Sharon, et maintenant je compte sur ton intégrité. Mes projets passent avant tout. Et mes projets, mon mariage? Demande Kevin, confus. C'est ta vie, tes décisions, dit Sharon, mais tu dois aussi respecter les miennes. N'oublie pas la décence et le soutien familial mutuel que toi et moi avons toujours apprécié. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Tu devrais au moins être contente, et au plus haut point, tu devrais m'aider. Non, ma chère. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait pour toi. Tu es un adulte. Tu es dans ta 4e décennie, donc le mot « devrait » ne s'applique plus à moi. C'est à toi de t'occuper de ta mère, de la protéger et de la soutenir dans ses vieux jours. Ou avez-vous une opinion différente? Tu es injuste, inhumain, tu me prives de la possibilité de me marier, dit Kevin avec tristesse. Je ne t'en empêche pas épouser qui vous voulez. Donne-moi juste l'argent. Et finissons avec cette conversation inutile. Sharon quitte la cuisine et se rend dans sa chambre.
Kevin était assis là, en train de réfléchir. Il réfléchissait à la manière de se sortir de cette situation sans se disputer avec sa mère et Alex et sans perdre les bénéfices de l'entreprise. Il fallait absolument qu'il paie la prochaine livraison de marchandises, et c'était une somme assez importante. Il composa le numéro de téléphone d'Alex, décidé à aller la voir, à discuter de tout et en même temps à passer la nuit chez elle. Mais elle ne répond pas, elle est vexée, se dit Kevin. Il éteint la lumière de la cuisine et quitte l'appartement. Prenant sa voiture, l'homme se dirigea vers la maison de sa maîtresse. La lumière de la fenêtre était allumée. Kevin s'en rendit compte alors qu'il roulait encore vers la maison d'Alex. Mais lorsqu'il a sonné à la porte, personne n'a ouvert. L'homme s'est mis à frapper du poing sur la porte. « Alex, ouvre, il faut qu'on parle. » Des bruits de pas se font entendre à l'extérieur de la porte. Kevin expira de soulagement. « Qu'est-ce que tu veux ? » demande Alex à travers la porte. « Parler ? Nous avons déjà parlé. Je croyais que tu étais un homme, et il s'avère que tu ne peux rien décider sans ta maman. »« Oui, je peux, chérie, ouvre. » demanda Kevin. La porte s'ouvrit doucement. L'homme entra dans le couloir. Alex se tenait debout, le dos contre le mur, faisant la moue et regardant le sol. Son regard montrait à quel point elle en voulait à Kevin et à sa mère. « Eh bien, tu n'es pas désolée, ma chérie ?» L'homme a essayé de la prendre dans ses bras, mais Alex l'a repoussé. « Dis-moi, avec qui veux-tu vivre, avec maman ou avec moi ?» demande-t-elle. « Bien sûr, avec toi, mon amour, » a répondu Kevin. « Alors pourquoi ne me considères-tu pas du tout ? Dois-je me marier en robe de chambre ? Et mes invités mangeront de l'olivier et des pommes de terre avec des escalopes dans la salle à manger ? Ne vous inquiétez pas, cela n'arrivera pas. Il faut juste que tu attendes encore un peu, lui dit Kevin. Je ne veux pas attendre, objecte Alex. Ta mère ne peut pas attendre avec ses stupides paroisses historiques ? Je ne sais pas, chérie, mais nous trouverons une solution ensemble. Il attira donc la jeune fille contre lui et la poussa discrètement vers la chambre à coucher. Alex a cédé, elle connaissait toutes les ficelles que Kevin tirait, pour lesquelles il était possible de le contrôler habilement. Puis, allongés dans le lit, ils ont réfléchi à un plan d'action. « Peut-être devrions-nous envoyer ta mère chez l'un de ses parents ?» demanda Alex. « Pourquoi ?» demanda Kevin, qui ne comprenait pas. « Pour la mettre à l'abri, tu ne comprends pas ? Qu'elle reste ici, et nous ferons un mariage en attendant. Et quand elle arrivera, tu lui donneras l'argent ? Ou une partie ? Elle n'a même pas de famille, dit Kevin en tirant une bouffée sur sa cigarette. Elle avait de la famille. Son père et sa mère vivaient dans un village isolé, mais ils sont morts il y a longtemps. Je n'étais qu'un enfant. Où était ce village ? demanda la maîtresse. Quelque part dans l'Arkansas. Et je n'ai pas eu l'air d'entrer dans les détails. Ses parents n'ont-ils rien laissé à sa fille à sa mort ? S'il n'y a personne d'autre, elle a dû recevoir une sorte d'héritage. Oh, s'il vous plaît, ne soyez pas ridicule. Quel genre d'héritage y a-t-il dans un village reculé ? C'est une petite maison, mais elle est probablement pourrie maintenant. Un jour, ma mère est allée sur la tombe de mes parents et m'a dit que presque toutes les maisons du village étaient abandonnées. Tout était mort. Alex s'est soulevé sur ses coudes et a regardé attentivement dans les yeux de Kevin. Il y avait du triomphe dans son regard. « C'est la porte de sortie, mon chéri, » dit-elle en souriant. Kevin arriva à la maison à l'heure le jour prévu. Sharon remarqua qu'il était étrange, toujours en train d'essayer de servir quelque chose, puis il lui demanda de prendre le thé avec lui et de parler. Après la dispute de l'autre jour, ils ne s'étaient pratiquement pas parlé. Mais apparemment, le fils avait repris ses esprits et s'était rendu compte que sa mère avait raison. Kevin a versé du thé aromatique dans des tasses et a retiré le sucre à sa mère. « Comment ça se passe au cabinet, fiston ?» demanda la femme. « Tout va bien, comme d'habitude. Nous travaillons, nous avançons. Vous savez, pas un pas en arrière, » dit Kevin en souriant. La mère trouva que son sourire était tendu, pas naturel. « Que faites-vous ? Vous êtes allé dans une agence de voyage ? » Sharon commence à raconter son histoire. Mais son fils l'interrompt et lui demande d'apporter une serviette propre. La femme est allée dans sa chambre, et il a rapidement sorti une fiole de sa poche et l'a versée dans la tasse de sa mère.
C'était un somnifère qui avait été administré pendant des heures la veille par la maîtresse d'Alex. Tiens, j'ai apporté ça, voilà. Sa mère tend une serviette à Kevin. Merci, maman, dit-il. Maintenant, nous pouvons prendre le thé en paix. Tu bois aussi. La femme but toute la tasse et se sentit soudain faible. Elle s'appuya contre le mur. Je ne me sens pas bien, Kevin, dit-elle. Mais l'homme l'avait déjà prise dans ses bras et l'avait transportée dans la chambre. Il l'installa sur le canapé et se précipita dans le couloir pour ouvrir la porte d'entrée. Tu dors? Tout s'est bien passé? Demanda Alex en entrant dans l'appartement. Oui, je crois qu'elle dort. Nous nous sommes dépêchés. Il faut qu'on arrive avant qu'elle ne se réveille. Kevin a pris sa mère dans ses bras et Alex a pris une couverture et un oreiller sur le canapé. Ils sont sortis de l'appartement et sont descendus dans le jardin. L'homme a installé sa mère sur la banquette arrière, en plaçant un oreiller sous sa tête et en la couvrant avec la couverture. Ouvrant le coffre, il y a jeté les vêtements chauds de Sharon qu'Alex avait rassemblés. Plusieurs sacs de provisions se trouvaient à proximité. En claquant les portières, Kevin et Alex ont pris la route. Alors qu'ils s'engagent sur une route de campagne, Kevin accélère. Il roulait aussi vite qu'il le pouvait, craignant que sa mère ne se réveille et que son plan et celui d'Alex n'échouent. En 5 heures, ils atteignirent le village isolé où Sharon était née et avait grandi. Ils trouvèrent la maison de ses parents. En ville, il n'y avait presque plus de neige, mais ici, il y en avait jusqu'aux genoux. Se faufilant jusqu'au portail, Kevin s'est efforcé de l'ouvrir, puis d'ouvrir la porte de la maison. Il retourna ensuite à la voiture, porta sa mère dans la cabane et l'installa sur le lit. « Où dois-je mettre les courses ?» demanda Alex, qui se tenait dans l'embrasure de la porte avec les sacs. « Sur la table, » indique Kevin. Il recouvre la mère d'une couverture et met un manteau par-dessus, pour que la femme ne gèle pas. « Allons-y, Alex, » dit-il. Ils fermèrent la porte et partirent, les phares éclairant les maisons abandonnées et fermées. Sharon se réveilla avec une sensation de froid étrange. Elle lutta pour ouvrir les yeux et ressentit un violent mal de tête. En essayant de se lever, elle retomba sur le lit, se sentant complètement impuissante. « Où suis-je » se dit la femme. Il y avait des murs en bois tout autour, et une faible lumière du jour passait à travers les fenêtres condamnées. Il lui fallut un certain temps pour réaliser qu'elle se trouvait dans la maison de ses parents. Elle ne comprend pas comment elle est arrivée là. Propriétaire. Il y a quelqu'un? On entendit une voix d'homme à l'extérieur et on frappa à la porte. Sharon essaya de répondre, mais elle avait du mal à parler. Et, cria encore la voix. Je suis là, dit-elle dans un murmure rauque, sentant une douleur brûlante dans sa gorge. La porte s'ouvrit et un homme à la barbe grise, vêtu d'une veste chaude et d'un bonnet d'hiver, apparut sur le seuil. Voyant la femme allongée sur le lit sous une pile d'objets, il se précipita immédiatement vers elle. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as ?» demanda-t-il en tapotant les joues de Sharon. « Tu vas bien? Il fait froid. » murmura-t-elle. « Attends, laisse-moi t'aider, » dit l'homme en prenant une autre couverture, en l'enroulant autour de Sharon, en enlevant sa veste et en la couvrant avec, la glissant sous son flanc. « Comment avez-vous atterri ici? Personne n'est venu ici depuis tant d'années. » Elle le regarda fixement, incapable de prononcer un mot et essayant de comprendre ce qui s'était passé. L'homme avait entendu parler de l'état de Sharon et s'était précipité hors de la maison, vêtu seulement d'un pull, pour retourner avec du bois de chauffage. Il est revenu une minute plus tard, avec du bois, et a immédiatement commencé à chauffer le poêle, promettant de réchauffer la maison bientôt. Il demanda à Sharon d'attendre un peu. En quelques minutes, le bois du poêle crépitait déjà et Aleftina pouvait voir la lueur des flammes écarlates à travers l'interstice de la porte du poêle, qui n'était plus fermée aussi hermétiquement. « Je vois que vous avez décidé de vous installer complètement ici, » dit Steve en regardant le contenu des sacs posés sur la table. « Combien de provisions as-tu apporté ?» Au fur et à mesure que Sharon se réchauffait et reprenait ses esprits, elle se rendit compte que Kevin l'avait amenée ici pour la garder. Elle résistait à son mariage et exigeait de récupérer son argent, ce qu'il essayait apparemment d'éviter. L'inconnu, quant à lui, posa un sac à dos en tissu sur une chaise et en sortit un thermos de thé chaud qu'il offrit à Sharon. « Voilà, c'est délicieux, » dit-il en l'aidant à se lever. « Merci, » dit la femme en buvant quelques gorgées. « Qu'est-ce que c'est que ce thé ? » « Je le fais moi-même, »
c'est de l'églantier, de l'aubépine et d'autres herbes, répondit l'homme. Vous sentez-vous mieux? Oui, presque mieux. L'homme a poursuivi en racontant qu'il avait remarqué des traces de voitures et des empreintes de pas humains menant à la maison, et qu'il avait décidé de vérifier qui était arrivé. Qui êtes-vous? Demanda Sharon, se sentant mieux après son thé. Oh, pardonnez-moi, vieil imbécile, s'excusa l'homme. J'ai oublié de me présenter. Je suis Steve, le forestier local. Steve. Comme c'est étrange, dit Sharon d'un air pensif. Pourquoi étrange? L'homme ne comprenait pas. Maintenant que la maison était chauffée par les bûches qui brûlaient dans le poêle, elle réchauffait non seulement le corps de Sharon, mais aussi son âme. La femme regarda autour d'elle et remarqua le papier peint coloré qui s'était presque entièrement décollé des murs, lui rappelant le bon vieux temps. Le plafond de la maison était encore intact et les vieux rideaux cousus par sa mère se balançaient encore légèrement sur les fenêtres. Sharon commence à partager ses souvenirs avec Steve. C'est ma maison. Tu vois, j'ai grandi ici, j'ai vécu avec mes parents, puis je suis allé étudier en ville et j'y suis resté. Mon père s'appelait aussi Steve, et il était bûcheron à l'époque. Tout le monde le respectait dans le quartier. C'était un homme très bon. Steve a été surpris par cette coïncidence et a ri. Je suis donc forestier moi aussi, Steve, comme ton père. Quelle coïncidence! Je n'aurais jamais deviné. J'ai entendu dire qu'il y avait un homme très gentil qui était forestier. Mais je ne savais pas que nous étions homonymes. Remarquant le regard dur de Sharon, Steve lui prit la main et lui dit, « Ne tirez pas de conclusions hâtives. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. » Il s'est levé et a dit avec confiance. « Si vous restez ici, il va falloir que vous fassiez le ménage. Et je vais t'aider, si ça ne te dérange pas. » Sharon sourit. Qui ne voudrait pas d'aide dans ces circonstances? Je vous remercie. Ils passèrent donc la journée à ranger la maison ensemble. Steve a enlevé les planches qui avaient servi à condamner les fenêtres et à réparer les portes. Sharon s'est chargée du nettoyage, a savonné le sol et les fenêtres, et s'apprêtait à laver les vieux rideaux. Steve l'en a empêché, arguant que les vieilles choses ne devaient pas être remises en place dans la maison. « Qu'est-ce que je vais faire sans rideaux ?» demande-t-elle. « Nous en mettrons de nouveaux, » dit Steve avec assurance. « Mais où les trouverons-nous » se demande Sharon. « Si nous cherchons bien, nous les trouverons, » répondit Steve d'un ton énigmatique, et Sharon haussa les épaules, ne sachant pas comment il s'y prendrait. Mais sa confiance et sa volonté d'aider de manière désintéressée la réconfortaient et lui donnaient de l'espoir en ces temps difficiles. Sharon observa attentivement Steve, ne comprenant pas ce qui l'amenait dans cette région. Après tout, il n'était pas du coin. Mais malgré ses pensées, ils sont devenus amis. Steve est venu chez Sharon tous les jours, l'aidant dans ses tâches ménagères, réparant de vieux meubles et allant chercher de l'eau. En retour, Sharon le régalait avec des repas faits maison. Certaines maisons ont des lumières allumées, des gens vivent. Je suppose qu'ils partent? Demande-t-elle à Steve. Il reste une douzaine de maisons, répond-il. Il reste surtout des personnes âgées et solitaires qui ne veulent pas d'enfants. Ils élèvent du bétail, plantent des potagers, vont dans les bois chercher des bailles et des champignons. Ils pêchent dans le lac. Steve précise qu'il y a des téléviseurs, mais que la connexion peut être instable, surtout en hiver. La femme se lève alors de table et se dirige vers le placard où se trouvent les affaires que Kevin a jetées au hasard dans des sacs. Elle y trouva sa carte, censée lui permettre de recevoir des fonds provenant de son travail et de sa retraite. « Tenez, » tendit-elle à Steve, « c'est ma carte. » « C'est ma carte. » Qu'est-ce que c'est? L'homme ne comprend pas. « C'est ma carte bancaire, » explique Sharon. « On est censé y transférer de l'argent. Peut-être que je pourrais même m'en occuper ici. » Sa voix semblait espérer que la technologie moderne lui permettrait, même dans ce village isolé, d'avoir accès aux outils et aux informations dont elle avait besoin. Sharon croisa ses paumes sur sa poitrine et parla langoureusement. « Je vous en supplie, allons au magasin et achetons-moi une télévision. Je t'en prie. » Steve hésite un instant. Le magasin le plus proche se trouve à environ 80 km. Le voyage aller-retour prendrait toute la journée, réfléchit-il à haute voix. Mais le regard de Sharon était si sérieux et si suppliant qu'il ne pouvait pas lui refuser. « D'accord, nous irons demain dans ma voiture, » accepta l'homme. Sharon sourit joyeusement.
Elle commençait à apprécier cet homme robuste au nom plein d'âme qui lui rappelait tellement son père. 2 mois passèrent et l'été arriva. Par une chaude soirée, Steve et Sharon prirent le thé dans la cour. Le forestier avait préparé une petite table et Sharon l'avait décorée d'une nappe au crochet. Tout autour d'eux, les arbres bourdonnaient tranquillement, les réjouissant de leur paix. Sharon réfléchit soudain et réalisa que rien n'arrive pour rien dans la vie. Elle aurait probablement dû revenir ici il y a longtemps. « Sharon ?» lui dit Steve. « Toi et moi ne sommes plus jeunes, mais je me sens pleine d'énergie ici. On ne s'ennuie jamais ici. Qu'y a-t-il à s'ennuyer ? Je vais bientôt terminer le potager et nous pourrons l'entretenir, répondit Sharon. C'est vrai, un jardin potager est une bonne chose. Mais ce n'est pas ce que je veux dire, poursuit l'homme. Quoi qu'il en soit, Sharon, vivons ensemble. La femme est à la fois étonnée et fascinée par cette proposition. C'est ainsi que nous restons pratiquement ensemble, Steve, dit-elle. Je veux dire, vivons ensemble, gérons le ménage ensemble et regardons vos émissions le soir, a expliqué Steve. Soudain, Sharon lui a tendu la main en souriant, « Allez, Steve. C'est vraiment plus amusant à 2. » Heureux, Steve serra Sharon dans ses bras, la rapprocha de lui et caressa affectueusement ses cheveux gris. Un jour, en revenant de la forêt, Steve apporta un petit chaton dans la maison. L'animal était blessé et semblait faible, presque sans vie. « Qu'est-ce qu'il a, Steve ?» demande Sharon en mettant de côté une bassine de linge lavé. « Il a été pris dans un piège. Une petite chose sauvage. Apparemment, les braconniers ont recommencé, dit-il avec de l'inquiétude dans la voix. Il a fallu sauver un chaton. » Sharon a été surprise par sa taille. « Waouh, un chaton. Il est plus gros qu'un chat en bonne santé. » « Apportez la trousse de premiers soins, s'il vous plaît, demande Steve. Il a soigné la blessure à la patte du jeune lynx et a appliqué de façon impromptue un bandage avec de la pommade, puis lui a donné un nouveau nom. Laissez-la vivre avec nous et nous verrons bien. Pour le lynx, qui s'appelle désormais Rosinka, ils ont adapté une vieille boîte pour chien. Ils ont dû remplacer les planches abîmées et construire un enclos en grillage métallique. En l'honneur de l'ancien propriétaire de la boîte, le chien, le lynx a été rebaptisé Mukhtar. Malgré sa nature sauvage, le nouvel animal s'est avéré particulièrement affectueux, léchant la main d'Aleftina lorsqu'elle l'a caressé ou changeait des pansements. Quelques jours plus tard, Steve a apporté une grande boîte de poussins dans la maison. « Voici les poules pondeuses », annonce-t-il fièrement en montrant la trouvaille à Sharon. Au fond de la boîte, une chaîne de poulets se dandinait joyeusement. « Maintenant, nous aurons toujours des œufs frais. Bon sang, Steve, mais où allons-nous les garder tous ?» s'exclame Sharon en faisant un geste de la main. « Ce n'est pas un problème, » répond rapidement Steve. « Je commencerai à construire le poulailler demain matin, puis nous construirons l'étable. Nous aurons une vache, des chèvres, des oies et même des porcelets. Nous aurons une ferme à part entière. » Sharon acquiesce, sourit et ne cache pas sa joie. L'installation d'un foyer pour les nouveaux animaux n'a pas été une tâche difficile pour Steve. Il n'a pas lésiné sur la construction, et bientôt il y eut plusieurs bâtiments dans la cour, une grange, un poulailler, un enclos pour les oies et les canards, et un bain flambant neuf. Sharon est ravie lorsque la première fumée s'échappe de la nouvelle cheminée. Avec le temps, nous rénoverons aussi la maison. Tant que nous aurons la force, nous pourrons tout faire, promet Steve. Ils ont commencé à aller en ville pour collecter l'argent de la carte et le salaire de Steve une fois par mois. En même temps, au marché, ils ont donné leurs produits, œufs, lait et viande. Les prix étaient bas, mais ils ne voulaient pas faire du commerce seuls. Il fallait qu'ils se remettent à cultiver la terre. Après avoir fait les achats nécessaires, ils rentrent chez eux. Un jour, alors qu'ils revenaient par un chemin forestier, ils aperçurent une voiture sur le bord de la route. « Ce n'est pas la nôtre, ce doit être des touristes », suggéra Steve en s'arrêtant à côté de la voiture inconnue. Il s'arrête à côté de la voiture inconnue et lui dit « Bonjour, vous avez besoin d'aide ?»« Besoin d'aide ?» demande Steve en s'approchant de la voiture sur le bord de la route. « Bonsoir », répond un homme d'une quarantaine d'années. « Le problème, c'est que la voiture est en panne, j'ai beau essayer, elle ne démarre pas. »« Voyons ce que nous pouvons faire », propose Steve en regardant sous le capot de la voiture étrangère. Après avoir tordu quelques fils et examiné le moteur, il conclut « Oui, c'est grave, il faut la réparer. »
Mais où trouver un atelier de réparation dans le coin? Demande l'homme, anxieux. J'ai regardé sur le navigateur, il n'y a pas d'agglomération dans les environs. Deux garçons d'une dizaine d'années sortirent en courant de la voiture, suivis par une femme. Steve regarde la famille et dit fermement, « Allons chez nous. Vous passerez la nuit chez nous et nous vous remorquerons au service demain matin. Je vais chercher la corde. » Après que les hommes ont attaché la voiture étrangère avec le câble à la voiture, tout le monde a pris place et Steve a soigneusement traîné la voiture jusqu'au village. « Nous voilà, » dit Sharon en saluant les invités. Elle a fait entrer la femme et les enfants dans la maison. Il s'agissait en fait de visiteurs venus de loin pour admirer la beauté de la région, mais leurs plans ont été perturbés par une panne de voiture. « Je m'appelle Sandra », se présente la femme. « Et voici nos fils, Pashka et Kolka. » Les garçons furent surpris par Mukhtar le lynx, et ils regardèrent l'animal avec intérêt, et tout ce qui les entourait leur paraissait inhabituel et excitant. Vers le soir, tout le monde se réunit autour d'une grande table à l'extérieur. Steve et Martin, le mari de Sandra, s'occupent du brasero sur lequel rôtit la viande, tandis que les femmes s'occupent des légumes et des herbes. Steve verse de l'alcool de contrebande. Au plaisir de faire connaissance, de se rencontrer et de faire réparer sa voiture rapidement, dit-il, et tout le monde trinque à cela. La soirée est chaude et agréable. Lorsque Sandra a mis les enfants au lit, ils étaient à peine couchés. Les adultes continuèrent à discuter autour d'un thé aux herbes de la forêt. Le lendemain, la voiture de Martin a été emmenée au garage et il s'est avéré que la voiture ne serait pas prête avant le lendemain, de sorte que le retour à la maison des invités a été reporté. La présence de Sandra et de sa famille a considérablement égayé la maison. Les garçons ont passé la journée avec les animaux, ils ont donné des carottes aux lapins, transporté du foin pour la vache, ramassé des œufs dans le poulailler et bu du lait fumant. Martin et Steve se sont vraiment occupés du bois de chauffage, sciant les bûches et les empilant en une rangée bien ordonnée. Pendant ce temps, les femmes préparent le déjeuner. Après avoir terminé les tâches de la journée, tout le monde s'est rendu au lac où ils ont nagé et se sont amusés sur le bateau. Au retour, un bain chaud attendait tout le monde, un vrai plaisir après une journée bien remplie. Au moment de se quitter, les invités n'ont pas tari de remerciements, « Merci beaucoup, c'était un super week-end. » Sandra, Martin et les garçons ne tarissaient pas d'éloges sur les merveilleux moments qu'ils avaient passés et promettaient de revenir avec des amis. « Venez nous rendre visite à nouveau, » dit Steve avec joie, en serrant la main de Martin. « Il ne fait aucun doute que nous reviendrons, et pas seuls, nous amènerons des amis, » promet Steve, et leur voiture disparaît bientôt de la circulation. Resté seul avec Sharon, Steve dit pensivement, « Je pense qu'il est temps de construire les maisons d'hôtes. » C'est ainsi qu'au fil du temps, Sharon s'occupa du potager et prépara les récoltes de l'hiver, et Steve commença à travailler sur l'agrandissement de la maison. La ferme s'agrandissait, le travail devenait de plus en plus important et la vie était en plein essor. Un soir, alors qu'ils terminent leur travail dans le potager, ils remarquent plusieurs voitures qui s'approchent. « Qui est-ce, tu vois ?» dit Sharon, perplexe. « Nous allons le découvrir maintenant, » dit Steve et il se dirige vers le portail. Martin se dirige vers lui en poussant un cri enthousiaste et en posant des questions sur son état de santé. Après une chaleureuse accolade, Martin lui demande l'hospitalité pour une semaine. « Pourquoi demandez-vous cela? Nous sommes heureux d'avoir de tels invités, » rétorque Steve en tapant sur l'épaule de Martin. Mais Martin précise qu'il n'est pas venu seul. « Qui d'autre est avec vous ?» demanda le forestier, se doutant qu'il s'agissait des amis dont Martin avait parlé lors des adieux. Et ils étaient là, accueillant les visiteurs, heureux de se rencontrer et de faire de nouvelles connaissances, ce qui promettait d'animer encore plus leur coin tranquille. « Tout cela vient-il de nous, ou quoi ?» demanda soudain Sharon en regardant la foule qui arrivait. « Ouais, tu vois, les invités, » répond Steve en souriant. « Nous ferons avec. » Les gens ont commencé à sortir des voitures, hommes, femmes, enfants. Sharon n'eut que le temps de reprendre son souffle lorsque des jeunes femmes l'entourèrent, lui serrant la main et l'appelant par son nom. « Où voulez-vous que je porte vos affaires et vos courses ?» demande-t-elle. « À la maison, les filles, à la maison, » répond Sharon, un peu confuse. Peu à peu, l'agitation s'est calmée comme si elle n'avait jamais eu lieu. Les femmes se mirent à cuisiner et les hommes montèrent quelques tentes dans la cour. « Quels gens intelligents, » se dit Sharon. Les enfants dormirent dans la maison et les adultes s'installèrent à l'extérieur. Le bruit, l'amusement et la joie des voix des enfants remplissent la maison de Sharon et Steve,
qui semblait calme le matin. Toute la semaine, les enfants ont pris plaisir à aider à nourrir les animaux, à aller au lac avec leurs parents et à jouer devant la grille. Les femmes ont aidé Sharon, même si elle a essayé de les décourager, parce qu'elles étaient toutes ici en vacances. Les hommes avaient de quoi s'occuper toute la journée, et tout leur apportait joie et plaisir. Steve avait même organisé une partie de chasse pour les invités, et la partie de pêche avait été un véritable succès. En guise d'adieu, Sharon a rassemblé des cadeaux pour les invités, des chaussettes et des moufles en laine de lapin, de la confiture de baies sauvages, des champignons marinés, des cornichons et du poisson fumé qu'ils avaient eux-mêmes pêché. Un long au revoir et de fortes accolades n'ont laissé aucun doute sur le fait que tous étaient devenus des amis proches au cours de cette semaine. Lorsque les habitants de la ville sont partis, Sharon a trouvé dans sa chambre, sous la nappe, de l'argent et une carte lui souhaitant bonne chance et espérant la revoir. « Regardez, ils ont gagné le premier argent dans leur ferme », dit Steve en souriant. Il sentait que la maison serait bientôt à nouveau remplie d'invités, et il ne se trompait pas. Une semaine plus tard, un autre groupe arriva. « Les vacances ici sont remarquables », annonce un certain Gordon en entrant dans la cour. « De bonnes vacances », dit Steve en hochant la tête et en invitant les invités à entrer. Entrez dans la cour. Peu importe le nombre d'années qui passent, la maison de Steve et Sharon est connue pour son hospitalité. De mai à septembre, des touristes de différentes villes venaient passer un jour ou deux, voire une semaine, chez eux. Steve a réussi à construire plusieurs maisons d'été, à acheter 2 bateaux et à installer une chaudière. Les habitants des mégalopoles et des villes bruyantes aimaient se détendre au milieu d'une nature sauvage et intacte. Les hôtes ne demandaient pas de paiement pour l'hébergement et ne fixaient pas de tarifs, car les invités les aidaient de bien des manières. Mais les touristes laissaient toujours de l'argent, que Steve investissait dans de nouvelles constructions, l'achat de fourrage pour le bétail et d'autres choses nécessaires. Ce jour-là, ils attendaient les prochains clients. « Regardez, quelqu'un arrive !» cria Steve à la femme. « Je crois que c'est le nôtre. » Une Jeep noire s'arrêta devant la porte et un homme en sortit. Il regarda avec stupéfaction la belle maison au magnifique platelage sculpté, le lynx dans le corral. « Vous ne répondrez pas à cette question. Le fils de cette mine est arrivé, » dit Sharon à voix basse, en se couvrant les yeux du soleil avec sa main. Elle fit quelques pas en avant, sourit et inclina la tête. « Bonjour, mon fils. » salua-t-elle. La vue d'une mère en bonne santé, décharnée et joyeuse fit flancher les jambes de Kevin. Il serra sa mère dans ses bras et pleura. Sharon caressa la tête de son fils et lui dit d'une voix calme les mots que Steve lui avait dit un jour. « C'est notre patrie ici, mon fils, notre forêt natale. Elle a une sorte de mémoire ancestrale. Elle prend soin de ceux qui sont nés et ont grandi sous ses pins. Tout ira bien. Je le sais. »